Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent, des entraînements légers et de la perte de poids. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que j'ai publié ce dimanche, j'ai parlé du nombre de repas pour la prise de masse musculaire, les nombres de repas par jour. Donc vous savez, si vous venez du monde du body, il y a la culture du 6-8 repas par jour. Si vous faites un petit peu plus soft, vous êtes peut-être à 3 voire 4 prises alimentaires par jour. Et si vous êtes à la mode, c'est-à-dire si vous suivez les tendances un petit peu diététiques et tout modernes, certains vont faire juste deux petits repas ou du jeûne intermittent ou alors de l'OMAD, là, un seul repas par jour. Donc j'ai essayé de décortiquer ça sous l'angle de la prise de masse musculaire et de la perte de graisse et de vous montrer un petit peu à quoi s'attendre, hein. Parce qu'encore une fois, moi je juge pas du tout les pratiques des uns et des autres, c'est juste que certaines ont des qualités et des inconvénients et c'est bien de le pointer pour que chacun sache ce qu'il est en train de fabriquer, quoi. Donc voilà, donc ça s'appelle 2, 3 ou 6 repas pour prendre du muscle et perdre de la graisse, donc par jour, hein, évidemment. Et puis vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Alors, je crois comprendre que tout le monde ne trouve pas les notes des épisodes. Je sais pas où vous m'écoutez, mais vous les avez logiquement. Vous avez un monolien, un seul lien qui vous amène à tous les liens. Donc logiquement, c'est en début de description des podcasts et ça vous permet d'accéder à toutes les références. Donc à chaque fois que je traite un sujet, il y a une référence, un article que vous pouvez aller consulter dans son intégralité, quoi. Voilà. Bref, perdre du poids efficacement, manger plus de protéines, de fibres tout en limitant les calories. Donc ça, c'est quoi ? Je sais plus d'où ça vient. Aussi Science Daily aussi. Donc c'est le premier sujet. Donc, il y a une étude récente menée par l'Université de l'Illinois qui montre que les personnes qui ont réussi à perdre du poids sur une période de 25 mois ont consommé plus de protéines et de fibres tout en maintenant une flexibilité dans leur régime alimentaire. Alors, flexibilité, ça, c'est pas obligatoirement une flexibilité quotidienne, ni obligatoirement une flexibilité hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est pas ils disent pas que c'est mieux, par exemple, de craquer un peu tous les jours sur des choses qui nous font envie ou toutes les semaines ou quoi. Mais bon, il y a déjà le mot flexibilité et de toute façon, en fait, la flexibilité, c'est quand les gens sont pour ou contre les diètes flexibles, en fait, ça veut plus ou moins rien dire parce que moi, par défaut, je suis plutôt contre puisque c'est un terrain glissant vers à partir du moment où ça rentre dans les macros, je mange un peu tout ce que je veux. Sauf que ceux qui la font vous diront que c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Ils essayent quand même de bien faire et de temps en temps, ils s'accordent, je sais pas moi, un peu de chocolat ou un peu de bref. Mais bon, ça, je pense que déjà énormément de pratiquants fitness font une diète flexible comme ça, puisque en général, quand quelqu'un vous dit 0 écart, je fais hyper attention, c'est une personne qui fait plein de petites erreurs et il s'en rend pas compte. Un petit peu comme celui qui dit je maigris pas, mon métabolisme est bloqué alors que je consomme 1200 calories. Si on va chez lui et qu'on calcule réellement ce qu'il mange, on se rend compte qu'il en mange plus que 1200. Il y a eu des études là-dessus, hein, on sous-estime énormément, et pas qu'un peu, le nombre de calories qu'on mange, quoi. Et donc parfois certains pensent qu'ils sont vraiment à la diète ou qu'ils font vraiment beaucoup de sport parce que ça marche aussi pour le sport. On surestime la dépense calorique du sport et alors que pourquoi ? Parce qu'en fait on veut toujours aller vers le confort tout simplement. Bref, donc les personnes qui ont réussi à perdre du poids sur une période de 25 mois, c'est ceux qui ont mangé le plus de protes et de fibres. 41% des participants ont perdu 13% de leur poids corporel, tandis que les autres n'ont perdu que 2%. Donc le programme nommé Individualized Diet Improvement Programme permet aux participants de personnaliser leur régime en utilisant des outils de visualisation des données
pour mieux comprendre les nutriments essentiels, et cetera. Et donc les participants consommaient en moyenne 80 grammes de protéines et 20 grammes de fibres par jour, tout en limitant leur apport calorique à moins de 1 500. Alors 80 grammes de protéines, on imagine qu'ils se sont basés sur les recommandations officielles pour une personne, j'ai envie de dire sédentaire, pas un sportif qui fait de la muscu, hein. Parce que 80 grammes de protéines, sauf si vous pesez 40 kilos, 80 grammes de protéines quand vous faites beaucoup de musculation, quand je dis beaucoup de musculation, c'est au moins 5 séances par semaine et tout, hein. C'est un peu light, hein. Enfin, peut-être vous arriverez peut-être à maintenir un petit peu, mais pour maintenir le maximum de masse musculaire ou même développer de la masse musculaire, ça sera pas suffisant, quoi. Et 20 grammes de fibres, c'est là où c'est plus intéressant parce que les fibres, alors moi, je pense qu'il faut en manger plus. Et je suis pas le seul puisque les recommandations, je crois qu'elles sont au-delà des 30. Mais 20 grammes de fibres par jour, ça semble, il y a déjà un effet sur la perte de poids alors qu'on n'est même pas aux recommandations santé. Donc je sais plus si on n'est pas dans de l'ordre de 38 ou un truc comme ça sur l'idéal. Mais bon, l'idéal, c'est l'idéal en fonction de quoi? C'est toujours la même chose, hein. On a en fonction de l'état de la population, de l'état de santé de la population, l'idéal a tendance à reculer. Bref, donc tout en limitant le rapport calorique à moins de 1 500 calories par jour. Donc on est bien en dessous certainement de la dépense calorique moyenne, au repos des individus, à mon avis, qui avaient dans le truc, quoi. Donc les résultats montrent une forte corrélation entre l'augmentation des apports en protéines et en fibres et la perte de poids. Donc je pense que je vous apprends rien jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. C'est par rapport à l'apport en protéines et en fibres. Donc les participants ayant également réduit leur masse grasse de 42,6 à 35,7 kilos en moyenne et les chercheurs insiste sur l'importance de préserver la masse musculaire, surtout après l'usage croissant des médicaments injectables pour la perte de poids, qui peuvent entraîner une perte de muscles et d'os si les apports en protéines ne sont pas augmentés. Donc on pense tous aux mêmes médicaments à la mode actuellement, hein, que les stars utilisent. D'ailleurs, il y a un sketch, je sais plus si c'est aux Oscars ou au César ou je sais plus trop quoi, un humoriste qui dit quand je vous vois, et quand donc l'humoriste il est sur scène, il dit un truc du style, alors je sais pas si je le refais bien, mais il dit: «Quand je vous vois, je me dis qu'il faut vraiment que je me mette à Mozambique, quoi», et parce que et tout le monde est mort de rire, mais un peu un rire jaune, parce que c'est vrai que pour perdre du poids, c'est un peu le truc magique pour ceux qui ont du pognon et qui peuvent se faire prescrire ça. Alors là-bas, c'est reconnu, enfin, c'est utilisé pour la perte de poids. Chez nous, je crois que c'est que pour le diabète, hein, aujourd'hui. Il y a pas peut-être dans les obésités morbides et tout, c'est utilisé, mais je pense pas que si vous y allez avec votre désir de perte de poids, on vous file de l'Ozempic. Surtout que devant moi, la dernière fois, j'étais à la pharmacie, mais j'en ai déjà parlé. Une petite mamie, la pauvre, qui venait chercher son traitement pour son diabète, elle voulait son Ozempic et c'était pas sa pharmacie. Elle dit: «Je suis obligée», je sais plus ce qu'elle disait: «Je fais une pharmacie, je suis pas là d'habitude parce qu'il y en a plus, donc je viens ici et ils sont en pénurie d'Ozempic». Donc bizarrement, un médicament, c'est drôle puisque si en France, ils le prescrivent pas pour la perte de poids, il y a peut-être une épidémie du coup de diabète. Depuis qu'ils ont annoncé que ça faisait perdre du poids, il y a beaucoup de gens diabétiques. Peut-être, hein, j'en sais rien moi. Il y a eu peut-être plus de diagnostics ou j'en sais rien. Heu, bon, bref, le truc, c'est que c'est vrai qu'en discutant un petit peu, que ça soit avec, certains d'entre vous ou, même, dans la vie de tous les jours avec mes amis, mes proches, en France, on a encore une bonne grosse résistance par rapport aux protéines, hein. Alors les protéines, je parle pas forcément, des protéines en poudre, mais je parle des protéines dans l'absolu. Donc, vous partez du règne végétal jusqu'au règne animal, hein, toutes les protéines. Ça a pas forcément bonne presse et c'est vrai que les gens, ils jaugent plutôt leur régime à la quantité de sucre ajouté, aux féculents et aux graisses, beaucoup plus que à aux aux protéines. Parce qu'il y a un côté paradoxal, en fait, dans la tête de beaucoup de personnes quand ils souhaitent perdre du poids, c'est qu'ils ont du mal à concevoir qu'on puisse augmenter quelque chose.
Parce que oui, quand vous faites une perte de poids, c'est à un moment donné, il faut légèrement augmenter les protéines pour être sûr d'en avoir assez pour au moins maintenir la masse musculaire existante. Donc ça ne veut pas dire doubler sa ration de protéines, mais d'en ajouter un petit peu plus, de manière à réduire au maximum le catabolisme induit par la perte de graisse. Manger plus de légumes, donc plus de fibres. Moi, il y avait quelqu'un, donc il se reconnaîtra peut-être s'il m'écoute, mais qui m'avait dit: «Mais pourquoi il y a autant de légumes, dans les régimes que je fais?» Donc moi, quand je mange, en fait, quand je mange, j'ai à peu près 300-400 grammes de légumes par repas. Pourquoi autant de légumes? Bah, déjà les fibres, puis la flotte, parce que ça apporte énormément d'eau, en fait, des légumes, hein. Donc forcément, de l'eau, c'est 0 calories et bah, les vitamines, les minéraux, et puis bon, ça apporte, une part, marginale, mais quand même un peu de glucides aussi. Mais c'est surtout, pour les fibres et on va dire les micronutriments et il y en a beaucoup qui se disent et même des bodybuilders, hein, vu qu'ils doivent manger beaucoup, les légumes, c'est pas forcément très intéressant parce que ça fait pas prendre de muscle. Ça a plutôt tendance à rassasier alors qu'eux, ils ont besoin de manger souvent. Donc il y a un côté, où ça les intéresse pas forcément. Mais si vous voulez maintenir un tour de taille, bas, une santé normalement, au niveau intestinal, il faut avoir, pas mal un bon paquet de fibres et bon alors il y a évidemment, vous allez en trouver aussi dans les aliments complets, hein, type, votre avoine, certains du riz complet et tout. Mais, mais bon, c'est si vous comptez que là-dessus pour les fibres, c'est vous priver aussi d'une partie des fibres parce que dans les fibres, c'est pas par vous pouvez pas dire par exemple, «Je mange mes flocons d'avoine, j'ai toutes mes fibres». Il y a des fibres, mais ça veut pas dire que vous avez tout le spectre des fibres. C'est un petit peu quelqu'un qui dirait, «Je mange mes œufs, j'ai mes protéines». Ah oui, mais tu as tes protéines, oui, mais d'accord, mais est-ce que tu es sûr que chez toi les protéines des œufs, c'est parfait? Est-ce que tu gagnerais pas à manger un peu de poisson, un peu de légumineuses, un peu, tu vois, de c'est ouais, je dis on est toujours, on a toujours tendance à se baser sur nos goûts pour, trouver la diète idéale, mais on n'en sait pas grand-chose finalement de ce qu'on tolère le mieux. Donc, si quelqu'un demain me dit: «Je prends plus facilement du muscle avec le blanc de dinde qu'avec le blanc de poulet», je lui dirais: «Soit tu es un bodybuilder avec, 25-30 ans d'expérience et tu as vraiment fait des tests rigoureux, et tout, mais j'y crois pas vraiment. Mais sinon, non, quoi. À la limite, avec le bœuf qu'avec le poulet ou avec les œufs par rapport au poisson. Je sais qu'il y a des gens qui réagissent pas très bien au poisson, mais bon, ça reste quand même, souvent du pifomètre, hein. C'est beaucoup basé sur le goût, plus que sur la réalité, puisque de savoir, il faudrait avoir un taux de synthèse protéique, post-repas, donc un moyen de mesurer la synthèse protéique après le repas et ça, c'est pas forcément, quelque chose qui intéresse beaucoup, je pense, ceux qui développent des montres connectées et tout. D'ailleurs, merci beaucoup là pour les retours, sur le dernier podcast par rapport aux montres connectées. Vous m'avez donné, des avis supplémentaires, ça m'a fait plaisir. Donc je continue. Les entraînements de faible intensité, donc ça c'est donc le 1er article, vous avez les notes, hein, toujours pareil, les notes et le lien pour aller vers l'article. Donc les 2e article du podcast là, 2e sujet, donc les entraînements de faible intensité séduisent les 2/3 des Britanniques. Donc ça, c'est un article trouvé sur Fitness Challenge, donc pour les professionnels du fitness, hein. Donc il y a une enquête récente menée par YouGov pour l'application Readly qui révèle que 79% des femmes et 63% des hommes, donc en Angleterre, privilégient les exercices de faible intensité comme le yoga, la marche rapide et la randonnée. 39% des personnes interrogées s'entraînent plusieurs fois par semaine et 14% le font quotidiennement ou plus. Donc l'exercice doux est largement préféré, tandis que seul un quart des répondants optent pour des activités de haute intensité, comme la course ou l'haltérophilie, pour la muscu quoi. Les sports d'équipe, autrefois populaires, voient leur attrait diminuer avec seulement 6% des femmes et 14% des hommes faisant partie d'une équipe. Et la principale motivation pour faire de l'exercice reste le maintien de la santé, cité par 58% des participants.
En revanche, seulement 10% des sondés affirment s'exercer pour leur santé mentale, un chiffre surprenant compte tenu des bienfaits reconnus de l'exercice sur le bien-être psychologique. Et ces résultats montrent une tendance croissante vers des activités plus douces, avec plus d'un tiers de la population s'entraînant régulièrement, soutenant l'objectif du Royaume-Uni de réduire l'inactivité de 15% d'ici 2030. Alors, il peut y avoir plusieurs explications, plusieurs hypothèses à ça. La première, c'est que, alors déjà, je vais éliminer tout de suite le truc, les gens le font pour leur santé. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une grosse mode de la longévité. Les gens veulent plus mourir aujourd'hui, donc il y a une mode de la longévité, de l'immortalité. On fait bah oui, il y a plus de religion, enfin, il y a plus beaucoup. Donc du coup, il faut bien, quelque chose pour remplacer ça et donc du coup, les gens veulent plus mourir, et c'est pour ça Brian Johnson, tous ces ch c'est des choses qui passionnent là, c'est l'ère de la longévité, j'ai envie de dire. Bah, tant mieux, hein, moi j'ai envie de vivre le plus longtemps possible aussi, c'est voilà. Mais il y a quand même quelque chose de on sent qu'il y a un courant en ce moment par rapport à ça. Donc la santé va avec. Après, au niveau de la santé mentale, faut pas oublier qu'il y a toujours, du moins, alors je dis en Europe, même si le Royaume-Uni n'est plus en Europe, mais il y a quand même une certaine résistance à parler de santé mentale, hein, sur notre continent. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus accepté et tout. Santé mentale, c'est même, c'est populaire, de faire une thérapie. Enfin, il y a un côté, prendre soin de sa santé mentale, c'est OK, c'est cool, quoi. Nous, on a encore une petite résistance, quoi. De parler d'aller voir un psy ou c'est un peu honteux, quoi. On le dit à des personnes vraiment, de confiance ou mais bon, on n'irait pas le crier sur tous les toits, «Ah, je suis allé voir un psy, parce que, j'avais des angoisses, des machins et tout». Alors que pourtant, au contraire, moi, je préfère, parler avec une personne qui se fait aider, enfin parler, je m'en fous, si elle se fait pas aider, la pauvre, elle a le droit de me parler, mais je trouve plus, comment dire? Plus noble d'une personne qui accepte de se faire aider là-dessus qu'une personne qui se dit: «Je fais tout par moi-même», quoi, un peu à l'ancienne et puis un jour on retrouve pendu dans son garage malheureusement. Mais bon, bref, donc la partie sur le bien-être psychologique, moi je pars du principe qu'il y a toujours une partie un peu de honte, un petit peu de comment on appellerait ça? De pudeur, quoi. Des gens qui veulent pas dire qu'ils en font parce ils sont un peu dépressifs ou un peu anxieux, ils ont lu que ça pouvait aider. Surtout dans les sports comme le yoga, le tai chi et tout, où c'est très, 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 très étudié par rapport à la santé mentale. Après que les gens se tournent vers des activités beaucoup plus douces, moi ça m'étonne pas beaucoup parce que, de plus en plus, on est très éloigné de l'inconfort. Je pense que ceux des générations, heu, la mienne et celle d'avant, ont connu un petit peu d'inconfort. C'est-à-dire qu'ils ont connu, de l'activité physique, au moins durant leur jeunesse, beaucoup du divertissement sous forme d'activité physique, et quotidien, pas juste, aller au club de foot. C'est quotidien quoi, jouer au ballon dans la rue, voilà. Les générations d'aujourd'hui, bon, elles sont un peu plus sédentaires, mais et forcément, même les adultes d'aujourd'hui, quand vous avez tout à la maison, vous pouvez regarder, des blockbusters sur votre, écran géant avec home cinéma, dans un confort parfait avec, la on peut tout se faire livrer à la maison, donc que ce soit, via Amazon ou via les Uber Eats et tout, donc vous pouvez faire resto ciné depuis la maison. Donc bref, il y a tout ce confort de plus en plus qui s'est installé. Depuis l'épidémie dernière, on a eu, l'arrivée du télétravail qui me semble être une petite révolution professionnelle, hein, en tout cas dans la qualité du travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont réappris à aimer leur boulot depuis qu'ils ont, plus qu'à y aller que 2 fois par semaine et le reste du temps, ils bossent de la maison. Moi, je trouve ça génial, hein, personnellement. Je pense que c'est une avancée qu'il fallait faire. Je pense aussi, enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis convaincu, que ça libère les artères, les transports en commun et tout. Si vous avez moins de personnes, en fait, c'est un peu mercredi tous les jours, quoi, sur les routes, depuis l'arrivée du télétravail. Même s'il y a toujours des bouchons, hein, attention, parce que ça, c'est pour d'autres raisons, mais il y a quand même, une libération du trafic. Il y a moins de gens sur les routes. S'il y a plus de télétravail, il y a moins de gens sur les routes ou dans les transports. À un moment donné, c'est mathématique, puisqu'on n'a pas fait plus d'enfants depuis le Covid. Heu, enfin, en tout cas, massivement. Mais j'en reviens à ça, c'est que tous ces trucs-là, en fait, on a
rendu de plus en plus agréable la vie pour nos sensations. C'est-à-dire, le aujourd'hui la muscu, c'est très éloigné du confort quotidien. La muscu ou du cardio HIIT par exemple, c'est hyper éloigné. Vous prenez une personne lambda dans la rue, pas dans la rue même, mais personne à son bureau, vous lui dites: «Vous allez faire du squat, du soulevé de terre, du développé couché et des sprints». Le gars il dit: «Mais j'ai plus l'âge pour faire ça», alors qu'il a 35 ans, hein. Parce que le confort, on s'en rend pas compte, hein, et vous les premiers et moi aussi, hein. Mais beaucoup de personnes switchent du lit à la chaise de la cuisine, à la chaise, du transport en commun ou à la bagnole, à la chaise de bureau et puis, à la chaise de la cafette, puis à la chaise de la pause café, puis ensuite au canapé quand ils rentrent à la maison, puis au lit. Donc en fait, ils switchent comme ça de position assise en position assise. Donc c'est vrai que de commencer une activité physique par du yoga ou des activités comme la marche rapide ou la randonnée, ça permet de faire un sas de décompression un peu plus, tolérable que d'une personne sédentaire. Du jour au lendemain, on lui dit: «Bon, aujourd'hui, cuisses, 5 exercices, exercices polyarticulaires, défendre des squats, de la presse». Bon, bah, la personne, on la revoit jamais, elle est même en arrêt maladie le lendemain, quoi. Donc je pense que c'est normal, mais faire que ça à un moment donné, il faut dire les choses aussi. Je pense qu'il y a une grosse mouvance autour de tous ces sports doux, comme le yoga et tout. Il faut savoir que ça ne donne pas de masse musculaire, hein. Vous n'allez pas faire de la masse musculaire, comme, quelqu'un qui est fit avec du yoga. Vous pouvez mincir avec du yoga, vous pouvez, gagner en souplesse avec du yoga, vous pouvez un peu tonifier, c'est-à-dire que vous aurez la masse musculaire à hauteur des besoins de l'exercice, c'est-à-dire votre propre poids de corps et encore, pas toutes les postures supportent l'intégralité du poids de corps, c'est une partie du poids de corps. Donc vous aurez de la masse musculaire à hauteur de ça, mais si vous l'avez déjà, vous en prendrez pas plus et au mieux, c'est une dépense calorique, et puis surtout un bien-être, psychique, enfin j'allais dire philosophique non, mais psychique et physiologique, pardon. Mais pour prendre de la masse musculaire, la manière la plus rapide et la plus simple, c'est de faire ce qui marche, c'est-à-dire de la musculation. Après, vous choisissez la méthode que vous voulez, mais c'est d'utiliser des résistances, quoi. Et donc c'est un petit peu comme ceux qui disent: «Je fais de la natation parce que c'est ce qui donne un corps, une musculature équilibrée». Non, non, non. Il y a ceux qui font de la natation. En fait, les gens qui disent ça, c'est ceux qui ont vu des sportifs professionnels avec une musculature qui leur plaît et ils se disent: «OK, le gars fait de la natation et c'est équilibré», sauf que ce gars-là fait de la muscu. Il y a trouvez-moi une discipline sportive où les mecs ne font pas de muscu. Je parle à très haut niveau, hein. Où il y a pas alors une forme ou une autre de muscu, hein, un renforcement dans une salle ou quoi. Même le golf et tout, ils en font donc même le skate alors que bon, le haut niveau, il y en a, j'ai vu, ils font un peu de muscu à côté, quoi. Bref, donc je trouvais ça intéressant de voir que les entraînements à faible intensité séduisent, de plus en plus de personnes. Donc ça ne veut pas dire ça grappille du terrain au sport de haute intensité, ça veut dire que les gens s'y mettent, mais majoritairement quand on dit: «Le fitness est à la mode» et tout ça, faux. Ce qui marche le plus, c'est les activités de faible intensité. Donc massivement aux yeux du très large public, si vous avez un produit à leur vendre, mieux vaut que ce soit un produit basé sur de l'entraînement de faible intensité, plutôt que des trucs sur du très haute intensité. D'ailleurs, ça serait peut-être bien de faire un programme de musculation à faible intensité pour les appâter, d'envoyer un peu de comme ça, vous savez, des petites carottes à distance: «Oh viens, faible intensité, tu verras» et puis les faire commencer doucement et puis les amener à quelque chose, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances dans le sport, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut se muscler avec plein de sports différents. On se muscle toujours à hauteur de la contrainte qu'on impose à son corps. Donc forcément, plus vous allez avoir un sport intense, plus les groupes musculaires qui supporteront beaucoup d'intensité durant ce sport auront un potentiel de développement, large, quoi. Par exemple, le cycliste sur piste, il a un bon potentiel de développement sur les cuisses. Grimpeur,
ceux qui font des sprints là, qui grimpent mais en sprintant le plus vite possible, ils auront un bon potentiel de développement, par exemple sur les avant-bras, peut-être un peu les épaules aussi. Et puis chaque sport comme ça, vous trouverez. Mais si vous voulez vous développer une musculature, en travaillant, de la tête aux pieds les groupes musculaires, il me semble que la musculation, ça reste, la solution, l'autoroute quoi, du développement quoi. Bon allez, troisième sujet, une peptide intestinale freine la perte de graisse stimulée par le cerveau, c'est ça le sujet sur le jeûne intermittent, hein. Bref, donc oui, enfin le jeûne intermittent, non, le jeûne plus particulièrement. Alors c'est chez les animaux, voilà, attention, on prend des pincettes et tout, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, pour expliquer, tenter d'expliquer et d'apporter, quelques petites choses supplémentaires. Parce que c'est vrai que par rapport aux jeûne, on a souvent tendance à dire: «C'est génial, c'est magique, ça fonctionne et tout». Alors qu'il y a beaucoup de façons de jeûner, que ça soit, le jeûne intermittent ou le jeûne de 24 heures ou le jeûne, de 3 jours et tout ça. Je pense que, voilà, il y a chacun y va de sa petite théorie et tout ça. Il y a des recherches qui sont quand même faites dessus, attention, hein. Mais, chacun y va après de sa petite théorie dans son coin. Moi, je vais vous lire là ce que le journal a publié là-dessus. Donc c'est, Nature, hein, nature.com, hein, vous pouvez aller voir. Vous avez le lien encore une fois. Donc des chercheurs ont découvert un peptide INS7 qui joue un rôle clé dans la communication entre l'intestin et le cerveau, régulant ainsi le métabolisme des graisses. Donc utilisant le modèle du ver rond C élégant, ils ont montré, que INS7 est sécrété par des cellules spécifiques de l'intestin en état de jeûne. Donc quand ils jeûnent, le machin là, il sécrète, enfin le ver, il sécrète, INS7. Et donc, INS7 agit comme un antagoniste du récepteur à l'insuline. Donc c'est-à-dire un opposé au récepteur de l'insuline dans les neurones, ce qui freine la perte de graisse normalement déclenchée par les signaux cérébraux. Donc en fait, quand ils jeûnent, il y a ce INS7 qui sort, en fait, qui bidouille un peu les récepteurs, qui agit comme l'inverse des récepteurs, à l'insuline et qui freine, qui ralentit la perte de graisse. Donc les expériences, révèlent que l'absence d'INS7 double la sécrétion d'une autre peptide, celle-ci appelée FLP7, entraînant une réduction significative des réserves de graisse dans l'intestin. Ces résultats suggèrent qu'INS7 pourrait servir, de frein physiologique, empêchant une perte excessive de graisse lors des périodes de jeûne. Et le peptide INS7 représente ainsi un mécanisme de rétroaction entre l'intestin et le cerveau, essentiel pour maintenir l'équilibre énergétique. En fait, ce que ça dit là, ça veut pas dire que le jeûne intermittent ne fait pas perdre de poids. Ça veut dire qu'il pourrait en faire perdre plus, il me semble, hein. Moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que je me dis que il y a une perte de graisse quand on jeûne, donc quand on arrête de manger, en fait, évidemment, si vous êtes en hypocalorie, hein, parce que la perte de poids, on perd tous un petit peu durant la nuit, puis en fonction de ce qu'on mange durant la journée, on reprend. Et en fait, c'est le delta entre les deux, enfin pas le delta, mais la différence entre les deux, est-ce qu'on est en positif ou négatif? En gros, hein, schématiquement, c'est ça. Évidemment, ça va bien plus loin. Moi, vous me connaissez pour savoir que ça va bien plus loin que l'apport, les entrées-sorties caloriques. Mais fondamentalement, quelqu'un qui perd du poids, c'est quelqu'un qui est aussi en hypocalorie, hein. Ça n'existe pas sinon, hein. Vous pouvez pas. Enfin bon, voilà. Ouais, je pense que vous avez compris. Mais là, c'est intéressant de voir que durant le jeûne, si on n'avait pas cet antagoniste là du récepteur à l'insuline, ça se trouve la perte de graisse se ferait hyper vite. C'est-à-dire que durant la nuit, on cannibaliserait, à mort, du tissu adipeux, quoi. Et non, enfin, je dis durant la nuit parce que durant la nuit, logiquement, on mange pas. Mais ceux qui font le jeûne, par exemple, ils arrêtent de manger à 20 heures et reprennent le lendemain à 13 heures de s'alimenter. Ben, s'il y avait pas ça, ils perdraient énormément de graisse. Sauf que là, on en perd, mais elle est quand même un peu freinée. Comme si, en l'absence de nourriture, le corps, il tirait un peu le frein à main, quoi, dans la descente. C'est-à-dire que la voiture continue à avancer, mais elle est quand même assez ralentie. C'est un peu ça, quoi. Et donc, ce qui pourrait expliquer aussi, peut-être pourquoi les gens, quand ils font des jeûnes plus longs, bah, ils arrivent à tenir, quoi.
De toute façon, les réserves de graisse, elles sont là pour nous faire survivre, elles sont pas là pour nous faire chier, hein, malheureusement, il y en a beaucoup qui veulent s'en débarrasser, moi le premier, hein, si jamais je prends un peu de tissu adipeux, bah, on a envie de s'en libérer, hein, mais c'est un mécanisme normal, un mécanisme de survie. La problématique, c'est quand, il est jamais renouvelé ce tissu adipeux. Quand je dis ça, c'est quand il n'est jamais utilisé puis refait. D'avoir toujours le même tissu adipeux qui traîne depuis des années, ça, si on observe un petit peu comment fonctionnait l'homme avant, d'avoir du chauffage, de la clim et un frigo, et il y avait des alternances en fait entre période d'alimentation, période enfin période où il y avait à manger, période où il y avait pas à manger, période où il mangeait que du vert, période où il mangeait que du gras, période où il mangeait enfin que du gras, que de la protéine, animale, période où il mangeait puis en fonction des endroits, c'est pareil, hein, les Inuits, ils mangent, que certains types de protéines, là où, certains, Africains mangeront un autre type de protéines. Et puis d'autres mangeront essentiellement, je sais pas moi, un type de végétaux. Mais il y a des alternances et des cycles, non seulement en fonction des saisons, mais en fonction aussi des endroits, si les personnes se sédentarisent à un endroit ou bougent et tout. Donc des périodes où il y avait à manger, des périodes où il y en avait moins, donc des périodes où on allait déstocker puis restocker, il me semble, hein, que ne serait-ce que par rapport aux années, aux saisons, c'était peut-être plus prononcé, là où nous, en fait, on a soit si on se laisse aller à la nature, actuelle, on a soit, au mieux un tissu adipeux stable, au pire un tissu adipeux qui s'accumule. C'est-à-dire que non seulement on le déstocke pas, mais en plus on en accumule au fur et à mesure des années qui passent, quoi. Donc et ça, la sédentarité, on la sent pas venir, mais la sédentarité moderne, elle est quand même puissante, hein. Certains commencent à s'en rendre compte avec, en essayant de marcher plus et tout, mais c'est pas évident, hein, la sédentarité dans laquelle on s'installe aujourd'hui. Et puis non seulement on s'installe dans une forte sédentarité, et en plus, on a tout meublé autour pour plus avoir l'opportunité de casser cette sédentarité. Donc il faudrait vraiment, et puis même les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent: On se met au pli, on met des salles de sport et tout», mais c'est des choses que c'est le travail en lui-même qui doit être moins sédentaire. C'est pas, proposer à la pause, aux gens d'aller faire de la muscu, puisqu'ils iront pas. Ce qu'il faut, c'est durant leur, temps de travail, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose qui les désédentarise, qui les met en activité, quoi. Et c'est vrai que parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel de changement. 8 heures par jour au bureau, si c'est durant ces 8 heures, au lieu d'être assis, vous êtes debout déjà, vous faites la différence. Si au lieu d'être debout, vous êtes debout en marchant, bah, c'est encore mieux. Enfin, il y a une énorme différence. Et c'est vrai que ça, beaucoup de gens le minimisent. Moi qui suis très penché sur la diététique, je peux vous dire que beaucoup, maximisent les effets de la diète, ils veulent tout faire avec la diète. Ils se trompent, hein, puisque pour avoir les abdos déchirés, d'être, veineux et tout, juste avec une diète, il faut se lever de bonne heure, hein. Là franchement, enfin, je connais personne qui arrive juste avec la diète à être comme ça. Il faut vraiment, c'est un travail de il y a un minimum sportif à faire, un minimum actif à faire en parallèle, et pour ceux qui peuvent pas faire de sport, enfin, soit c'est ponctuel, soit il y a quelque chose, soit il y a vraiment une lourde pathologie derrière qui empêche même de faire les bras, même si vous êtes dans une chaise roulante ou quoi, de faire les bras ou quoi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de pas j'ai pas besoin d'en parler ici, mais de personnes qui même en chaise roulante, font, beaucoup de sport très régulièrement. Et puis, on le voit non seulement dans les disciplines, paralympiques, que c'est largement faisable, avec un handicap, d'être sportif, plus. Après, il y a des pathologies qui empêchent, de faire du sport, et ça c'est triste. Donc là, effectivement, il faut essayer de faire le maximum de mouvements possible dans la journée, tant que faire, enfin au possible, quoi, hein, et d'avoir une diététique qui permet de là, c'est difficile parce que quand vous avez une dépense calorique qui est faible même, parce que marginale, ça veut rien dire dans ce contexte, donc qui est très faible, et que vous avez été habitué à manger, des choses, comme un actif, ça doit être terrible, quoi. Terrible, terrible, terrible.
Mais bon, ça existe, donc et en ça, il faut bien, bien, bien calculer sa dépense calorique et essayer d'être, légèrement en dessous quoi, tout simplement, si on veut essayer de perdre du poids mais c'est pas évident, parce que sans s'exercer, on perd du muscle et en perdant du muscle, le métabolisme baisse, donc il y a toujours et puis jusqu'à quand il baisse le métabolisme? C'est voilà. Bref, c'est pas évident. C'est des cas particuliers, mais je sais que ça existe et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont dans ces configurations-là. C'est vraiment là du travail de personnalisé, pointu à faire, quoi. Bon, revenons, sur les repas aussi, 2, 3 ou 6 repas, par jour pour prendre du muscle et perdre de la graisse, pardon. Donc j'en ai parlé, dimanche à 10 heures. Donc vous avez le lien, si vous êtes, abonné, vous avez reçu le lien, par mail, tout simplement. Donc si vous l'avez pas vu, allez voir dans vos spams. Des fois quand un mail part, il peut aller en spam. Donc allez voir dans vos spams, sortez-le de votre spam, comme ça au moins ça vous permettra de le recevoir les prochains. Et donc je vais vous donner un peu le sommaire rapidement. Maximiser votre masse musculaire sans prendre trop de graisse. Ce que font les militaires pour prendre rapidement du muscle. Donc eux, ils ont une approche, au niveau diététique assez radicale, hein. Il y a pas de chichi pompon, quoi. Ensuite, il y a la méthode des boxeurs pour sécher sans perdre de la masse musculaire. L'impact des repas sur le métabolisme, casser les mythes des petits repas fréquents, booster la prise de masse maigre, alimenter vos entraînements intensifs, améliorer votre santé intestinale, personnaliser la stratégie alimentaire. Bon, c'est les thèmes de la vidéo, de l'enquête que j'ai fait sur le nombre de repas par jour pour la sèche et la prise de muscle. Vous avez avec toutes les notes que j'ai pu prendre et vous n'avez pas besoin en fait de vous embêter à prendre des notes, hein. Tout est déjà fait pour vous et comme ça au moins vous pouvez démarrer. Donc je vous mets le lien justement dans les notes de ce podcast pour pouvoir aller voir ça et voilà. Sinon, merci à toutes et à tous pour tous vos messages et vos commentaires. Ça fait plaisir et on se retrouve très prochainement. Donc, soit tout de suite pour ceux qui vont suivre la vidéo sur les repas, soit pour ceux qui ont du retard à écouter les podcasts. Sinon, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.